reprendre en quelques mots. Euh, donc, aujourd'hui, on vous présente 5 projets. Ces 5 projets, ils sont issus de la dernière promotion de l'appel à projet innovation des HCL. L'appel à projet innovation des HCL vous permet à n'importe quel professionnel des HCL de déposer sur Pixel un projet. Et les 5 grandes catégories de projets, c'est les équipements médicaux innovants, les DM stériles, le numérique, l'intelligence artificielle, l'impression 3D ou les innovations organisationnelles et managériales. On reçoit les projets au fil de l'eau, on les instruit, on les classe au niveau du comité des innovateurs dans lequel on trouve des professionnels des HCL, mais aussi des partenaires euh, comme l'université, le pôle de compétitivité, la métropole, la région, j'en passe et d'autres. Euh, et ensuite, 2 fois par an, le directoire choisit les projets les plus performants, ceux qu'on décide de soutenir financièrement. On a eu pour l'instant 4 promotions en juillet 2021, décembre 2021, juillet 2022 et décembre 2022. Et ceux qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont les 5 projets de Happy 4. Vous verrez qu'il y a un projet d'innovation organisationnelle et managériale qui s'appelle Entourage, qui vous sera présenté par Gwenaëlle Tual et Anne Rigaud. 2 projets relatifs aux équipements innovants, un exoscope opératoire présenté par le professeur Di Rocco et une plateforme de préparation de Fusilomina qui sera présentée par le docteur Barito. Et puis 2 projets relevant des dispositifs médicaux stériles innovants, le dispositif FlowTriver présenté par le docteur Si Mohamed et le dispositif PITAC présenté par le docteur Gabriel Drevet, qui ne sera pas en direct avec nous, mais qui a enregistré son intervention. Donc, je ne prends pas plus de temps et je laisse la parole à Gwenaëlle Tual et Anne Rigaud pour vous présenter leur projet Entourage, donc un des lauréats de Happy 4. Merci Armelle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très Ça a bien, pas de l'air. J'ai problème. vu les hochements de tête, super. Oui, oui. Donc effectivement, je suis Gwenaëlle Tual, patiente et aidante coordinatrice des HCL. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on vous présente avec Anne en quelques minutes le projet Entourage. Le projet Entourage, pour le dire très concrètement, ce sont des espaces dédiés aux patients et aux proches aidants au sein du groupement hospitalier Est. Et pourquoi ce projet? Eh bien parce que pendant plusieurs mois, en échangeant avec professionnels de santé, médicaux, non médicaux, administratifs, avec patients, leurs aidants, leurs proches aidants, eh bien, nous nous sommes rendus compte, en fait, qu'il y avait un certain nombre de besoins et d'attentes, qui émergeaient, en fait, de façon, régulière et puis, en plus, qui étaient, des besoins, convergents. Avec une spécificité un petit peu, en tout cas dans les propos qui nous étaient formulés, c'est-à-dire que finalement, c'est un site où, il y a une forme, de technicisation de la relation en raison, des soins, très pointus, qui y sont, délivrés et que cette technicisation, eh bien, avait des effets de bord sur, la place, le rôle de l'entourage au sens large et quel que soit d'ailleurs, son âge, hein, du plus jeune au plus âgé et que ça faisait sens de pouvoir penser, non pas des projets pour chacune des équipes, mais de penser à un projet commun, permettant la convergence des différentes, attentes et des besoins qui nous étaient exprimés. D'autant plus dans un contexte, où, il y a justement cette réflexion au GHE, quant à l'usage des mètres carrés dans le cadre du schéma directeur immobilier. Et donc, c'est un projet qui effectivement, est innovant, hein, notamment pour 2 raisons. D'abord sur l'aspect de concept lui-même, puisque ça peut paraître tout à fait étonnant, mais il n'existe pas en fait de projet, comparable dans d'autres, CHU. Il y a quelques petits projets embryonnaires dans quelques CH, mais en tout cas qui n'ont pas, une vision systématique. Et pourquoi en fait jusqu'à présent ça n'existe pas? Parce qu'il y a cette idée que pour accompagner, l'entourage et les patients dans les aspects de la vie ordinaire, c'est finalement hors de l'hôpital que ça se joue.
Et puis, il est innovant, effectivement, ce projet, raison en tout cas nous pour laquelle nous l'avions soumis à cet appel, en raison de son approche managériale et organisationnelle. C'est d'abord un projet qui est coporté donc par Anne et moi-même en nos qualités respectives de proches aidantes, qui est soutenu par une gouvernance qui est pluridisciplinaire sur tout le plan organisationnel et puis qui inclut des partenaires clés sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment à l'association qui s'appelle Métropole Aidante et qui co-élabore, co-décide et donc sera aussi co-responsable de l'ensemble de la démarche. Ce projet, il vise à améliorer donc la reconnaissance de la place et du rôle des proches aidants au travers de ces espaces dédiés. Puis je vais laisser la parole à Anne pour vous préciser très concrètement en quoi consiste cette reconnaissance et ses usages, tant pour les patients que pour les proches. Merci Gwenaëlle. Bonjour à tous. Donc moi je suis donc Anne Rigaud, proche aidante. Donc comme Gwenaëlle a présenté, en fait différents besoins ont été remontés et en fait on a travaillé ensemble avec Gwenaëlle sur comment est-ce que ça pourrait concrètement se mettre en place. Donc d'une part on a les patients qui à l'hôpital en fait vivent principalement dans leur chambre et sur un lit. Et on voudrait leur redonner un espace de vie, de travail, de rencontre. Et d'autre part, on a aussi des aidants qui cherchent cette place. Et comment est-ce que concrètement on pourrait imaginer ces espaces? On a imaginé des espaces conviviaux pour des patients ou des aidants, comme un espace de coworking, comme vous le voyez là sur l'image, des espaces d'activité collective pour que, par exemple, des assistantes sociales puissent mener des actions avec des patients ou avec leurs proches. Et puis, comme Gwen le disait aussi, des espaces qui pourraient être les mêmes. En fait, c'est vraiment l'utilisation de l'espace qu'on va mettre en place, des rencontres ou des ateliers avec des partenaires, que ce soit Métropole Aidante ou d'autres qu'on inclura aussi au fur et à mesure du projet. Voilà. Toujours dans cette même démarche d'utilisation de ces espaces et d'intégration dans le schéma directeur immobilier, on a eu aussi des besoins qui sont remontés, notamment de familles d'enfants hospitalisés sur le groupement HFME pour partager des moments de complicité avec leurs enfants. Donc là, dans les inspirants qu'on peut voir sur l'écran, on a des parents qui remontent le besoin de pouvoir cuisiner un plat pour son enfant qui passe énormément de temps à l'hôpital, un moment de convivialité quand c'est possible de le faire. Imaginez qu'un enfant puisse aussi organiser un événement pour un anniversaire ou autre. Donc, en fait, tous ces inspirants, on va les concrètement, on peut peut-être aller au slide suivant. Voilà, merci. Et Gwenaëlle, je commence et puis tu compléteras. Merci. Concrètement, comment est-ce qu'on voit cette année 2023? Donc, tout d'abord, on va embarquer cette équipe projet. Donc là, on est en train de le faire avec Gwenaëlle, de mettre en place cette équipe pour lancer ces ateliers, ces équipes avec donc des patients, des proches aidants, des soignants, du personnel et des partenaires. Des ateliers de co-création pour définir ces espaces et l'usage qu'on en fera. On va aussi travailler avec les équipes du schéma directeur immobilier du GHE en prenant en compte les contraintes et sur un modèle qui permettra de développer cet espace. Je te laisse finir avec la cible, Gwenaëlle. Oui, donc évidemment derrière, comme c'est un projet extrêmement concret et pour permettre de vérifier que ce qui est envisagé sera le plus pertinent possible, il y a une maquette forcément qui sera proposée, mais cette maquette, elle est un peu plus qu'une maquette de dessin posée sur le papier. C'est un prototypage, ce qu'on vise, pour s'assurer que le projet lui-même, tel qu'il est envisagé, est effectivement effectif et éprouve son utilité et son impact. Parce qu'il y a vraiment 2 points clés en fait à examiner au travers de ce projet. Il y a la localisation de ces espaces, parce que tout simplement la capacité des personnes à se déplacer au sein d'un même groupement, eh bien, change du tout au tout selon les aléas de vie auxquels ils sont confrontés. Et en fait, cette capacité à se déplacer, elle n'est pas si évidente que ça. C'est une des raisons pour lesquelles, notamment en France, les lieux d'accueil destinés aux proches, en ville, pour un certain nombre, font chou blanc.
parce qu'on pense que parce que c'est situé à moins de 500 mètres, les personnes vont se déplacer. Eh bien, en fait, non. Donc, le fait de réfléchir de façon très fine et en étant accompagné par le laboratoire INSERM, RICHEP, sur toutes ces bases-là, justement à nous permettre de nous assurer que les localisations envisagées sont des localisations qui font sens pour chacun et qui permettront effectivement un recours effectif aux dispositifs qui sont proposés, tant pour les patients que pour les proches aidants. Et le deuxième point clé qu'évoque Anne, c'est l'animation. Ce type d'espace n'est durable que si c'est animé, et animé présentiellement, virtuellement, dans une certaine mesure aussi, et avec un modèle qui permette de le penser dans le temps. Pas pour se dire, c'est animé pendant 6 mois et derrière, il n'y a plus rien, c'est fini. Et donc, il faut pouvoir construire en fait un modèle socio-économique qui est propre à cet espace pour pouvoir envisager sa pérennité. Et le tout en s'articulant avec le schéma directeur immobilier qui est en cours et qui projette sur plusieurs années, voire une décennie. Voilà en quelques mots. Peut-être y a-t-il des questions? En tout cas, nous sommes à votre disposition avec Anne pour y répondre et bien évidemment accueillir vos commentaires et remarques également. Merci beaucoup, Anne et Gwenaëlle. Effectivement, on a une petite minute pour des questions que vous pouvez faire passer via le chat. Sinon, vous avez les coordonnées aussi qui seront mises et qui vous permettront de joindre directement Gwenaëlle et Anne si vous souhaitez les recontacter en dehors du webinaire. Sinon, on va passer à la présentation d'après. Donc là, on entre dans une séquence plutôt d'équipements innovants avec, pour commencer, l'exoscope opératoire EOS de la marque Esculap qui va nous être présenté par le professeur Dirocco. À vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci de cette occasion de présenter. Donc là, on change complètement de sujet parce qu'on passe donc à la neurochirurgie pédiatrique qui a lieu aux hospices à l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Et donc là, c'est pour vous montrer un peu les pathologies auxquelles on peut avoir affaire, c'est-à-dire des tumeurs cérébrales en pédiatrie. Et du coup, comme vous vous doutez, donc l'acte chirurgical prévoit qu'on puisse voir de façon la plus précise possible la lésion à enlever et pouvoir la distinguer du tissu adjacent. Et donc, après, on peut utiliser nos yeux, bien sûr, les lunettes, des loupes chirurgicales. Et puis, on a depuis plusieurs années maintenant, donc, dans un CHU, cette situation-là, dans laquelle on a les antennes qui essaient de voir par-dessus la pôle du chirurgien opérateur ce qui se passe pour pouvoir apprendre. Donc, on a d'un côté le chirurgien qui veut bien voir et l'apprenant qui doit voir aussi autant que possible. Le chirurgien, lui, va utiliser depuis plusieurs années maintenant un microscope opératoire, donc un microscope optique qui permet d'agrandir l'image et qui, du coup, permet d'augmenter la qualité de la vision. Mais de nos jours, on a des outils maintenant plus performants en termes de vision. Suivant, le microscope optique a des contraintes. Le champ de vision est restreint donc à la zone sur laquelle est focalisé. Il y a une visibilité limitée pour les assistants qui vont voir du 2D et pas forcément du 3D, voire pas grand-chose. Et donc le problème des apprenants, donc on est dans un CHU, les internes doivent pouvoir voir ce qui se fait pour apprendre donc les techniques opératoires, les techniques chirurgicales et comprendre un peu les enjeux de la chirurgie. La suite. Donc l'intérêt de cet appareil dont on parle, pour lequel donc il y a eu cette innovation, c'est de pouvoir permettre de répondre à ces questions-là en augmentant la visibilité, non seulement pour le chirurgien et son ergonomie, mais aussi pour les assistants, pour les apprenants. Et donc augmentant la visibilité, il permet à plusieurs mains, donc pas que le main du chirurgien, mais travailler avec 2 chirurgiens seniors en même temps, et de la possibilité d'injecter aussi des images, puisqu'on passe à une image qui va être numérique. Suivante. Donc, il se présente comme ça. On a un bras robotisé qui permet de placer la caméra digitale, un écran 3D avec une image qui est rendue pour l'opération. Suivante. Donc, à gauche, vous avez ce qu'on voit maintenant, donc le microscope opératoire. Vous voyez l'encombrement stérique et vous voyez aussi la type de vision qu'on peut avoir. Donc là, c'est un chiasme optique avec un nerf optique et une artère carotide. Et puis, vous voyez comment l'image fournie par les os est beaucoup plus large, avec un champ de vision plus large qui permet de voir plus de détails et donc augmenter la sécurité pour le patient et permettre aussi d'avoir plusieurs personnes qui voient avec une différence en termes d'encombrement stérique. Suivante.
Donc là, vous voyez qu'on peut travailler à plusieurs et les apprenants voient exactement ce que voit le chirurgien. Donc il n'y a pas de biais. C'est une image beaucoup plus concrète de ce qui se passe pour l'étudiant. Suivante. Et donc l'ergonomie est améliorée par ce type d'outil qui permet donc d'élargir un peu le spectre aussi des indications à la magnification de l'image. Suivante. Et on peut travailler à 4 mains, donc du coup, ça permet une meilleure sécurité pour le patient, aussi de développer des techniques plus performantes avec 2 chirurgiens en même temps, pour des espaces limités. L'avantage d'avoir une image digitale, c'est qu'on peut aussi la travailler, on peut injecter des colorants, on peut distinguer mieux le tissu, on peut imaginer aussi une étape à la réalité augmentée au bloc opératoire de façon plus routinière. Suivante. Donc le bras robotisé permet de garder les positions, permet de se déplacer avec un minimum de risque pour le positionnement de l'enfant. Donc il y a le côté robotique qui ajoute ce côté innovant au type de gestuel suivant. Et surtout, donc, on augmente donc cette vision, ce qui permet évidemment dans la chirurgie tumorale d'augmenter la sécurité, réduire les séquelles et améliorer la qualité de vie au futur, tout en permettant à plus de personnes de voir, donc améliorer la formation. Suivant. Donc, le fait qu'on puisse l'utiliser sur plusieurs types de techniques, ça élargit aussi le spectre de chirurgie magnifiée, pas seulement aux chirurgies oncologiques, mais à d'autres types de lésions traumatiques, malformatives. Donc, ça innove aussi dans le spectre de chirurgie qu'on peut faire avec une chirurgie magnifiée. Suivant. Donc, et là où ça devient très intéressant pour le futur proche, c'est la possibilité d'injection d'images de réalité augmentée. Suivante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à développer sur Cadavre, sur le laboratoire de simulation dans lequel on peut avoir des images qu'on récupère, genre avec le HoloLens par exemple. Mais suivant, l'idéal pour le futur, c'est que ces images qu'on peut capter, intégrées aux images préopératoires, aux images péréopératoires qu'on va voir avec fluorescence et autres, soient intégrées dans un système de réalité augmentée d'un côté, mais aussi de fusion multimodale d'imagerie qui permet d'avoir une précision anatomique la plus précise, disons la plus haute possible, pour permettre un geste plus efficace et performant pour le patient. Et donc là, c'est un peu donc la partie projet futur pour lequel j'ouvre aussi un appel à personnes intéressées, celles qui ont les compétences pour nous aider dans tout ce qui est injection d'images, analyse de la réalité virtuelle, parce que je sais qu'aux hospices, il y a certains services qui sont déjà à la pointe, qui sont déjà beaucoup plus avancés que nous, mais ça, c'est la première étape qui est nécessaire pour permettre d'avoir ce type de application au monde de la neurochirurgie pédiatrique. Et donc, si vous êtes vous-même intéressé ou vous connaissez des gens qui sont intéressés pour pouvoir nous aider, eh bien évidemment, contactez-moi en neurochirurgie à la HFME et je vous remercie. Le remerciement à la Fondation HCL qui nous a aidés, aux hospices et à tout le monde qui travaille au bloc, bien sûr. Merci beaucoup. Merci aussi pour cet appel à contribution qui est bien dans l'esprit de ce que on souhaite créer avec les webinaires innovation, hein, de partenariats croisés entre différentes équipes. J'ajouterais peut-être simplement l'idée que effectivement il y a eu un très gros effort de la Fondation HCL puisqu'ils apportent pas loin de 250 000 euros sur les 370 000 euros que coûte l'équipement. Et là aussi, c'est un bon exemple de coopération entre les HCL et un partenaire naturel de l'innovation qu'est la Fondation HCL. On a une demande sur le chat, est-il possible d'avoir accès à la présentation? Alors, je ne l'ai pas précisé au départ, mais le webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous aurez accès non seulement à la présentation, mais à la présentation commentée, à la fois par un lien sur intranet et en direct sur la chaîne YouTube des HCL. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à la présentation du professeur Di Rocco? Les volontaires pour m'aider pour la partie réalité augmentée? On va transmettre l'appel de façon même encore plus large aux participants au webinaire innovation. C'est bien noté. Donc, on laisse la parole maintenant au docteur Barreto.
Oui, bonjour. Alors, je vais vous parler de la méthylation de l'ADN et de son impact en oncologie, en particulier dans les tumeurs cérébrales. Suivante, s'il vous plaît. Alors, du coup, ici, vous voyez, donc la méthylation de l'ADN, en fait, ça correspond à l'ajout d'un groupement méthyle sur des bases de l'ADN. Là, vous voyez les bases ATCG qui sont les bases de l'ADN, et on va rajouter ce petit groupement méthyle sur des bases qui sont les cytosines. Alors, cet ajout sur les bases, sur certaines bases, fait que l'ADN va avoir certaines propriétés. Et dans cette figure, j'ai rajouté également la partie méthylation des histones qui est différente et qui est souvent, qui peut être une notion qui peut se mélanger entre les deux. Donc, ce qui va vraiment nous intéresser là, c'est la méthylation de l'ADN. Présentation, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, à quoi ça sert la méthylation et quels sont les rôles et les caractéristiques pardon, de la méthylation de l'ADN? Alors, la principale fonction que l'on connaît aujourd'hui de la méthylation de l'ADN, c'est de réguler l'expression des gènes, c'est-à-dire en fonction du degré de méthylation de certaines bases, c'est-à-dire est-ce que les bases vont avoir ce petit groupement méthyle ou pas, on va avoir une expression du gène, c'est-à-dire le gène va s'exprimer, va produire de l'ARN et des protéines, ou tout va rester, ou le gène ne va pas du tout s'exprimer. Cette méthylation, elle est souvent présente au niveau des promoteurs du gène et on la retrouve de façon physiologique dans ce qu'on appelle l'inactivation du deuxième chromosome X, en particulier chez les filles, puisqu'il n'y a qu'un seul chromosome X vraiment qui est fonctionnel chez les femmes, et un deuxième événement qui est aussi ce qu'on appelle l'empreinte parentale, c'est-à-dire l'inactivation de la deuxième copie, soit paternelle, soit maternelle, de certains gènes en fonction de façon normale. On a également un autre mécanisme qui est connu, c'est la répression des transposons. Alors les transposons, c'est des petits fragments d'ADN qui sont mobiles et qui se retrouvent un peu partout dans le génome et qui peuvent être plus ou moins réprimés par cette méthylation de l'ADN. Au cours de la vie, il y a principalement deux vagues importantes de la méthylation des cellules. Alors en fait, dans l'embryogénèse, on a d'abord un seul œuf qui est fécondé, et cette cellule unique, eh ben, en fait, elle va avoir un seul profil de méthylation, c'est-à-dire sur son génome, on va avoir seulement certaines cytosines et bases qui vont être méthylées, et après différentes étapes de vie, donc au niveau après la fécondation ou encore après la différenciation des cellules souches en cellules, en cellules spécifiques, la différenciation de ces cellules, en fait, on va avoir des modifications de la méthylation au niveau de l'ADN, et certaines bases qui étaient méthylées ne le seront plus, et d'autres qui n'étaient pas méthylées vont devenir méthylées. Et on observe des dérégulations de cette méthylation dans de nombreuses pathologies. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement le cancer, mais également, on trouve ça dans des maladies génétiques et des maladies à empreinte parentale, comme on a vu tout à l'heure. Également dans des maladies auto-immunes, des maladies métaboliques, neurologiques ou encore le vieillissement. Donc ça, c'est là où ça a été décrit dans la littérature. Slide suivante, s'il vous plaît. Dans le cancer, il y a un article remarquable qui décrit les principales caractéristiques aujourd'hui connues qui sont caractéristiques des cancers, en fait, et la méthylation, les altérations non mutationnelles, leur reprogrammation épigénétique, donc autour des gènes de l'ADN, c'est-à-dire fait que, en fait, c'est vraiment une caractéristique intrinsèque des cancers. En quoi elle permet dans la clinique différentes fonctions. Elle a des fonctions diagnostiques et pronostiques, c'est-à-dire que grâce en fait à ce pattern, au fait que certaines bases vont être méthylées et pas d'autres, en fait, ça peut nous aider à classer
les tumeurs et de dire ça c'est une tumeur du côlon, ça c'est une tumeur du poumon, etc. On peut aussi utiliser ces anomalies en gros de la méthylation pour détecter de l'ADN tumoral dans les biopsies liquides, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'ADN avec des patterns de méthylation caractéristiques de tumeurs dans le sang de certains patients. Et on va éventuellement aussi avoir certains gènes, comme par exemple le gène MLH1, qui va être méthylé ou pas dans certains syndromes, comme le syndrome de Lynch, qui est un syndrome de prédisposition au cancer. Et en fonction de ça, on va pouvoir dire, oui, ce patient, MLH1 n'est pas méthylé, donc c'est en faveur d'un syndrome de Lynch. On a également tout un aspect thérapeutique où la méthylation, par exemple, d'un gène qui est le gène MGMT, en fait, si ce gène est méthylé, il va être en faveur lorsque le gène n'est pas méthylé, il va être en faveur d'une résistance à des traitements alkylants dans les cancers. Vous voyez que lorsqu'il est méthylé, en fait, le gène n'est pas exprimé, et comme il n'est pas exprimé, lorsqu'on va mettre un agent alkylant, l'agent alkylant va pouvoir agir sur l'ensemble du génome, puisque MGMT permet de justement protéger le génome contre les agents alkylants. Et inversement, lorsqu'il est non méthylé, le gène s'exprime, protège les cellules tumorales des agents alkylants, et on a une moins bonne action de ces agents. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, dans les tumeurs cérébrales, il y a eu un travail très important en 2018 qui a montré que la méthylation pouvait être une technique clé dans l'aide à la classification des tumeurs cérébrales. Alors, pourquoi c'est très important? C'est puisque, en fait, les tumeurs cérébrales sont des tumeurs de diagnostic très difficiles. Vous voyez, il y a une énorme variété de couleurs qui représentent chacun un sous-type de cellules tumorales et de tumeurs cérébrales, pardon. Et 20% des tumeurs cérébrales aujourd'hui sont de diagnostic difficile, c'est-à-dire qu'on met plusieurs mois à trouver et à bien caractériser ces tumeurs pour adapter bien le traitement et pour donner le bon pronostic aux patients, le prendre en charge correctement. Et 20% de ces cellules, de ces tumeurs, sont relues dans des réseaux de relecture anapathes et les hospices sont un des centres de référence labellisés par l'INCa de relecture des tumeurs cérébrales. Ici, vous voyez le diagnostic histomoléculaire. En fait, c'est quelque chose qui a été formalisé dans la classification MS de 2016. Et il y a, vous voyez, cette grande hétérogénéité qui permet de classer ces tumeurs. Et à cause de cette hétérogénéité, on a vraiment un gros délai dans la classification. Et depuis 2021, le méthylome est maintenant systématique, parfois même pour classer certaines sous-entités de tumeurs cérébrales. Slide suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez la technologie méthylome EPIC Illumina. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite principalement deux étapes. Une étape qui sera faite au groupement hospitalier Est, qui est vraiment la partie, on va dire, wet lab, donc la technique, l'hybridation de l'ADN et le marquage de l'ADN avec des marqueurs fluorescents. Et une deuxième étape qui va se faire au groupement hospitalier Nord, à l'IAI sur la plateforme Biogenet du groupement hospitalier Nord, sur un XX 550. Et là, c'est l'occasion justement de faire ces échanges entre structures. Suivante, s'il vous plaît. En un coup d'œil, les différentes choses que permet le méthylome. Donc, il permet à la fois d'avoir un profil des variations du nombre de copies du gène, à la fois des informations sur l'état de méthylation de gènes précis. Donc là, vous voyez MGMT et son statut de méthylation. Et de façon générale, en fonction du pattern de méthylation, de pouvoir dire, il correspond à telle ou telle ou telle tumeur. Donc là, ici, on avait une tumeur qui était de diagnostic difficile avec un score de prédiction qui n'a pas été de très bonne qualité au niveau avec un des outils. Slide suivante, s'il vous plaît. Et en fait, on a refait ce qu'on appelle une TSNE qui permet, c'est un outil mathématique qui permet de voir où se retrouve notre tumeur parmi plein de tumeurs cérébrales connues. Et là, vous voyez que nos patients se sont retrouvés proches d'un autre type déjà connu et on a pu les classer ainsi.
Slide suivante, s'il vous plaît. Les conclusions, c'est que c'est un équipement qui va coûter 28 000 € aux hospices. Environ, c'est 300 € par échantillon en réactif. Cette activité, elle est prise en charge à la nomenclature RIHN, donc on devrait arriver à 550 € par échantillon, et elle devrait être neutre en termes de temps technique et biologique. On espère un retour sur investissement en 2-3 ans. Aux hospices, il y a environ 100 patients par an qui sont avec un diagnostic difficile, c'est-à-dire avec des délais de réponse supérieurs à un mois qui peuvent parfois prendre presque une année et qui nécessitent d'utiliser beaucoup de matériel avec une errance dans les techniques. Et il y a aussi des potentiels dans d'autres types de tumeurs. On va pouvoir, grâce à ça, faire cette collaboration entre deux sites, l'Est et le Nord. Et cette technique devrait être installée en 2023 avec une production, on espère, dans l'année en cours. Avec comme enjeu principal que les hospices maintiennent leur expertise nationale en tant que centre de référence dans les tumeurs cérébrales et que ce projet serve d'accélérateur en recherche translationnelle. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc les perspectives, c'est vraiment d'aider les patients dans les tumeurs sur le diagnostic difficile. Et on a tout de suite des applications qu'on n'a pas mis dans le projet de l'appel d'offres, mais qui vont découler tout de suite, qui sont les méningiomes, les sarcomes et les tumeurs gynécologiques, où déjà on sait que cet outil va permettre d'améliorer la prise en charge. Et on est également en train de collaborer avec le service de génétique constitutionnelle pour la pathologie non tumorale qui les intéresse beaucoup. Slide suivante, s'il vous plaît. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont sur cette slide, qui m'ont aidé à mettre en place cet appel d'offres. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, oui. Oui, on peut là aussi à travers le chat, le cas échéant, prendre quelques questions. On va passer à la présentation suivante, qui sera assurée par le docteur Mohamed. Il va nous Bonjour parler à du tous. FlowTriver. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Salim, je suis radiologue à l'hôpital cardiologique à Louis Pradel, thoracique et vasculaire. Donc, merci de me donner la parole pour présenter notre projet qui donc est un projet d'acquisition du dispositif FlowTriver. Alors, c'est un projet d'acquisition, mais pas que, c'est aussi de manière plus large un projet structurant sur l'évaluation de ce dispositif, sur la faisabilité de ce dispositif et sur la validation des performances de ce dispositif qui vont me permettre de réaliser une procédure de thrombectomie mécanique percutanée des artères pulmonaires lors des embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé ou à risque intermédiaire élevé ou au risque. Donc, ici, nous avons, grâce à ce dispositif, permis la réalisation d'une procédure de thrombectomie, d'aspiration des caillots dans les artères pulmonaires de manière rapide, efficace, on va le voir dans les premiers résultats. Mais donc, on permet, grâce à ce dispositif, de réaliser cette procédure sous anesthésie locale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à ce jour coordonné par le PAM d'imagerie médicale et ses équipes, en collaboration avec les équipes, notamment l'équipe mobile d'ECMO avec le docteur Matteo Pozzi, et puis les soins intensifs de cardiologie au sein de notre hôpital, notamment avec la participation du docteur Prieur. Vous voyez ici un junior radiologue, un interne en radiologie, puis un senior ici, qui réalise donc la mise en place d'un cathéter que vous voyez via les flèches. Ce cathéter, il fait 7 mm. Donc c'est un cathéter qui est d'une taille assez importante, qui est assez rigide pour ne pas se collaber lors de l'aspiration des thrombus qui sont au sein de l'artère pulmonaire, mais qui est aussi assez souple pour permettre une navigation et une tortuosité, comme vous pouvez le voir ici, soit au sein du poumon droit, donc vers la gauche, hein, on a les images inversées en imagerie, soit l'image de droite en haut à droite qui va dans le poumon gauche.
Donc ce cathéter, une fois en place, il va y avoir une aspiration manuelle au contact du thrombus pour pouvoir récupérer, comme vous pouvez le voir dans l'imagerie, dans l'image de la photographie à droite, la récupération de thrombus qui, chez ce patient, obstruait totalement le poumon droit et qui avait créé donc chez ce patient une embolie pulmonaire avec des signes de dysfonction cardiaque droite. En l'occurrence, chez ce patient, il y avait aussi du thrombus à gauche, mais c'est surtout à droite que la charge était importante. Alors les points clés de ce projet, c'est que c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, avec des équipes de réanimation, les équipes de cardiologie, toutes les équipes qui prennent en charge ces patients, coordonnées par l'activité radiologique interventionnelle. Nous avons été le premier centre français à en avoir été doté en février 2022, et le premier patient qui en a bénéficié était un patient en février 2022, un patient de 60 ans qui était à risque intermédiaire élevé, qui avait une anticoagulation et qui avait des signes de dysfonction cardiaque droite menaçante. À ce jour, nous avons traité 11 patients en un an. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, les impacts escomptés. Premièrement, c'est surtout les impacts techniques. Nous, avant qu'on ait ce dispositif, on faisait des procédures de thrombectomie artérielle pulmonaire avec des outils qui n'étaient absolument pas dédiés à cette prise en charge. On avait des cathéters de faible calibre. De ce fait, on était à risque de fragmenter les thrombus au sein de l'artère pulmonaire. Et ce risque de fragmentation fait que les thrombus peuvent aller en distalité et créer des dégâts sur la vascularisation encore plus importants qu'initialement. Donc, avoir ce dispositif nous a permis, grâce à sa taille de 7 mm, d'assurer une aspiration intègre des caillots avec une efficacité importante et avec une rapidité de l'ordre de 15 minutes pour la première aspiration. Les procédures qu'on a fait pour l'instant sont de l'ordre de 30 à 40 minutes avec le première aspiration à 15 minutes. On a un impact thérapeutique extrêmement important. Premièrement, on se pose en tant que solution en cas de contre-indication à la fibrinolyse et ou l'anticoagulation. Ici, nous avons 3 patients qui ont été traités dans ce cas-là. C'est des indications qui sont recommandées par les sociétés savantes lorsque le patient est contre-indiqué à la fibrinolyse ou anticoagulation. Il est indiqué à la thrombectomie mécanique, percutanée ou même chirurgicale, embolectomie s'il n'y a pas l'expertise sur le centre. Cependant, on a ici, grâce à ce dispositif et son impact technique, on a la possibilité de réaliser une solution complémentaire sans et avec des patients qui ont été mis sous circulation extracorporelle. Et puis, de plus en plus, et on le voit avec nos 3 patients, on a une solution qui peut être alternative à la fibrinolyse. Alors, ce sont un peu des situations ici non indiquées, encore non recommandées, je veux dire. Et ce projet, il a aussi pour but de permettre d'améliorer les connaissances sur l'efficacité pour pouvoir peut-être élargir les indications, et cela plus dans une perspective globale, globale et puis aussi multicentrique. Les impacts médicaux sont extrêmement importants pour les patients puisque l'effet est immédiat sur la récupération de la fonction cardiaque droite et sur la ventilation, sur la respiration. C'est d'ailleurs parfois assez bluffant. On a des patients qui sont en salle avant aspiration, qui sont sous oxygénothérapie importante avec des fréquences cardiaques élevées et des chutes de tension et qui immédiatement vont pouvoir être diminués en noradrénaline ou autre traitement qui leur permettait donc de tolérer cette embolie pulmonaire. Nous avons de ce fait aussi une diminution de la durée des soins en soins intensifs, des durées des séjours en soins intensifs ou la diminution d'hospitalisation en soins intensifs, et puis aussi le principe, l'impact sur éviter notamment la mise en place d'une circulation extracorporelle. Slide suivante. L'innovation lyonnaise ici, outre l'acquisition de ce dispositif, c'est de permettre en fait de faire bénéficier bien sûr à nos patients de ce dispositif, mais aussi de mettre en évidence immédiatement l'effet sur la perfusion, la reperfusion pulmonaire. Et vous voyez ici que là aujourd'hui, nos patients passent au scanner avant, au scanner après, et ils passent sur le scanner spectral. Le scanner spectral aujourd'hui, c'est un scanner que vous pouvez avoir à l'hôpital cardiologique, Édouard Herriot, Croix-Rousse ou Lyon-Sud. C'est un scanner qui vous montre la perfusion des poumons. Et vous voyez que à droite, le patient, donc l'image de gauche, vous avez un poumon qui est bleu et un poumon qui est vert. Le poumon qui est bleu, c'est le poumon qui est déperfusé. Lorsqu'on traite, on aspire, on rétablit une perfusion du poumon, et vous voyez que l'image à droite, vous avez un rétablissement de la couleur verte et même de la couleur rouge, ce qui signifie un rétablissement de la perfusion pulmonaire dans l'ensemble du poumon droit. Ce patient, c'est le patient
que sur la première slide, vous avez vu, on avait des thrombus qui ont été récupérés. Donc ici, on a une récupération de la perfusion pulmonaire complète à droite, ce qui signifie une amélioration de l'oxygénation et aussi des paramètres hémodynamiques. Sur la perfusion, vous voyez que nos patients ont bénéficié d'une amélioration moyenne de 34% de leur perfusion, ce qui est un chiffre qui est aujourd'hui donc seulement retrouvé avec notre expérience au vu notamment de l'utilisation de ce scanner spectral, ce qui est aussi un plus sur cette innovation. On a des paramètres hémodynamiques qui sont fortement améliorés immédiatement, hein. Je vous montre ici les résultats immédiats. Avec un score de Canali qui est 2 fois moins important, c'est un score de charge thrombogène, donc on a diminué les thrombus, on les a aspirés. Le rapport VD sur VG est passé de 1,4 à 1,1 sur nos patients en moyenne. La pression artérielle pulmonaire moyenne de 34 à 22, systolique de 51 à 31, et nous n'avons pas eu à présent d'événements graves. Slide suivante. En termes de proportion, ça veut dire qu'on a une diminution de 22% du ratio rapport VD sur LV, de 33% de la pression artérielle pulmonaire moyenne et de 38 ou 39% de la pression artérielle pulmonaire systolique. Slide suivante. Voilà, alors ce projet, pour le résumer en quelques points importants, hein, c'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire de l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé et ou risque sans et avec ECMO. C'est une nouvelle proposition thérapeutique qui est complémentaire aujourd'hui, mais aussi alternative, et cela se joue sur les prochaines années sur l'acquisition donc de données sur l'évaluation, sur les indicateurs et le contrôle qualité. C'est une proposition thérapeutique qui est accessible aujourd'hui sur les HCL, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, il y a dans ce projet une orientation aussi de formation des équipes, notamment de la prise en charge de la permanence des soins via la strate interventionnelle radiologique avec le plan d'imagerie médicale, et aussi les équipes à l'hôpital cardiologique hémodynamique, de l'hémodynamique. Et puis tout ça pour un impact immédiat hémodynamique et respiratoire pour nos patients. Voilà, alors slide suivante, en dernière slide, il faut remercier, je remercie l'ensemble des partenaires, des équipes qui aujourd'hui sont présents pour cette prise en charge et dans le futur aussi. Et effectivement, c'est un appel aussi, c'est cette intervention pour aussi les équipes qui pourraient être intéressées pour aussi participer à l'évolution des indications, comme on a pu le voir. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Alors, on a une question. Docteur, bienvenue. Avez-vous une idée de l'impact de cette technologie sur le risque de récidive? Alors, sur le risque de récidive, je n'ai à ce jour pas de données, et puis pas de données sur le risque de récidive d'une embolie pulmonaire. Il y a des données qui me semblent intéressantes sur le suivi, au cours du suivi de ces patients, sur le risque d'une des complications de l'embolie pulmonaire ou de la maladie post-embolique, qui est l'hypertension artérielle pulmonaire embolique. Donc, il y a quelques données aujourd'hui sur une ou deux études qui sont prospectives mais non randomisées, qui ont mis en évidence un taux de complications de maladies post-emboliques plus faible lors de la prise en charge des patients par thrombectomie que par anticoagulation et fibrinolyse. Donc, l'action immédiate d'aspiration d'un thrombus semble être, dans ces deux études, un facteur de bon pronostic pour diminuer les risques d'évolution vers la maladie post-embolique. Mais c'est aujourd'hui basé sur des données extrêmement préliminaires, non randomisées et monocentriques ou multicentriques. Les Américains ont une expérience un peu plus importante puisque ce dispositif a été FDA approved en 2016 alors qu'il a été FDA approved très tardivement en 2021 dans la communauté européenne. Donc voilà, il y a des données et c'est aussi un axe de recherche qui rentre en compte dans ce projet, un axe de recherche sur l'évaluation à moyen et à long terme de cette procédure. Merci beaucoup. C'est On moi va qui vous remercie. passer au dernier projet. Donc, le docteur Drevet n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais elle a enregistré son intervention qui va durer 9 minutes, ce qui nous mettra tout juste dans les temps. Et donc, je vous annonce juste le prochain webinaire innovation
pour ceux qui nous quitteraient pile à l'heure, et qui se tiendra le 17 mars. C'est le Fonds Recherche Innovation de la FHF qui interviendra pour présenter tous les outils qui mettent à disposition des hôpitaux et des startups pour favoriser l'innovation. Et donc, j'en arrête là pour mon intervention et on termine sur la présentation du dispositif PITAC par le docteur Gabriel Drevet, donc le 5e et dernier lauréat de notre promotion API4. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonjour, je suis le docteur Gabriel Drevet, praticien hospitalier dans le service de chirurgie thoracique de l'hôpital cardiologique au groupement Est. Et le projet de notre service est de développer l'API-TAC aux HCL. Donc, c'est une chimiothérapie en aérosol qui est pressurisée dans le thorax. L'API-TAC donc, est la petite sœur de la PIPAC, c'est-à-dire la même chose, une chimiothérapie aérosolisée, mais dans le péritoine, qui est réalisée depuis 2011 avec des résultats encourageants et développée principalement par le professeur Gléen et son équipe au centre hospitalier Lyon-Sud. Dans leur cas, donc dans le péritoine, ils ont noté une réponse histologique dans 50 à 88% des cas et 17,8% des patients deviennent par la suite éligibles à un traitement curatif, c'est-à-dire une chirurgie de cytoréduction et une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. L'augmentation de la médiane de survie liée au traitement de la PIPAC est débattue. On observe une augmentation de la médiane de survie dans le cancer de l'estomac, avec une survie de 10 mois environ pour une chimiothérapie seule, mais qui passe à environ 19 mois pour une chimiothérapie seule associée à la PIPAC. Par contre, dans le cancer de l'ovaire, c'est un peu moins flagrant. On note une médiane de survie à 16 mois pour une chimiothérapie seule versus 14 mois pour la PIPAC. Donc, c'est quelque chose qui est débattu, mais en tout cas, le risque opératoire paraît relativement faible, avec environ 0 à 15% de complications et une mortalité de 0 à 2%. Donc l'API-TAC, je vous le disais, c'est la petite sœur de la PIPAC. C'est la même chose, une chimiothérapie pressurisée, mais dans le thorax pour le traitement des carcinoses pleurales, c'est-à-dire des métastases pleurales de cancers, de divers cancers. La carcinose pleurale est une évolution commune de plusieurs cancers. On évalue qu'à peu près 15% des patients atteints d'un cancer d'organes solides va développer une carcinose pleurale. Le pronostic est sombre. La médiane de survie se situe entre 3 et 13 mois, dépendamment évidemment de la maladie primitive. Et actuellement, nous avons peu d'alternatives thérapeutiques spécifiques. On peut réaliser une symphyse pleurale chirurgicale, une symphyse pleurale au lit du malade ou poser un pleurix, qui est un drain à demeure qui va drainer l'épanchement pleural. Mais tous ces traitements sont symptomatiques et ne vont traiter que la dyspnée et ne sont absolument pas spécifiques. Les patients qui seraient éligibles à cette technique sont évidemment les patients atteints d'une carcinose pleurale, prouvée soit par la cytologie du liquide pleural, soit par une biopsie pleurale envoyée en extemporanée, qui ne sont pas éligibles à un traitement curatif, c'est-à-dire qui ne sont pas éligibles à une chirurgie de cytoréduction et de chimiothérapie hyperthermique intrathoracique et qui restent en bon état général. Les principes de l'API-TAC, donc c'est un peu comme la biopsie pleurale et le talcage, c'est-à-dire la symphyse pleurale qu'on fait pour les malades actuellement. Un patient décubitus latéral sur un poumon déflaté, un trocar pour la caméra, ce qui permet tout d'abord de visualiser la carcinose pleurale, de l'évaluer, de vidanger l'épanchement pleural et éventuellement de réaliser des biopsies pleurales complémentaires. Et puis, ce qui permettra de surveiller la nébulisation de chimiothérapie en cours de geste, puisqu'il il ne faut pas que la buse touche le poumon, on risque de le léser. Et puis, un trocar, donc pour les instruments permettant de vidanger le liquide pleural, de réaliser la biopsie pleurale, et puis qui va permettre d'insérer le nébuliseur, qui va ensuite instiller la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie est instillée via la buse qui est reliée à un injecteur haute pression à double tête, puisqu'on va injecter du cisplatine et de la doxorubicine qui va être instillé pendant environ 6 minutes. Et puis ensuite, on laisse retomber toutes les particules pendant environ 25 minutes, ce qui fait une nébulisation de 30 minutes environ. Ce traitement a l'avantage d'être spécifique puisqu'on injecte une chimiothérapie. Ça permet un traitement local qui va
potentialiser le traitement systémique. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de chimiothérapie, évidemment. Ça permet une répartition homogène de la chimiothérapie dans un espace qui est clos et qui permet d'avoir un gradient de pression qui va contrebalancer la pression du liquide interstitiel tumoral et donc favoriser l'entrée de la chimiothérapie dans les tissus. Et donc permettre d'avoir une concentration locale de chimiothérapie plus importante, avec moins d'effets systémiques que la chimiothérapie systémique, bien évidemment. Et donc, ça permet un traitement spécifique. Au bloc opératoire, le matériel nécessaire, c'est en plus de tout ce qu'on a besoin pour une biopsie pleurale et un talcage classique, c'est-à-dire une colonne de vidéothoracoscopie, les trocars, l'insufflateur de CO2, évidemment. Et puis, on va avoir besoin donc de la buse de nébulisation, de l'injecteur à haute pression de double tête, et puis un système d'évacuation, puisqu'une fois que la chimiothérapie a été instillée, eh bien, il faut qu'on puisse réaspirer les fumées engendrées et la chimiothérapie qui sera à la phase liquide. Et donc, tout ça est aspiré via un système clos. À la fin de l'intervention, on met un drain thoracique, le patient est réveillé, et puis comme d'habitude. Le personnel, évidemment, est protégé de ces toxiques. Donc, tout d'abord, il faut un bloc opératoire avec un flux laminaire. On met un champ transparent sur le patient en se disant si jamais il y a une fuite de chimiothérapie par le trocar, et ben, ça reste clos sur le patient et donc ce qui protège un peu le personnel. Et le personnel porte un masque FFP2, des gants, une casaque. Et lors de la nébulisation à proprement parler, le personnel sort du bloc opératoire. C'est pour ça sur la photo, vous voyez aucun personnel. Et on surveille à distance la bonne nébulisation de la chimiothérapie. Évidemment, s'il y a le moindre souci, on rentre un peu en catastrophe. La PITAC est une collaboration lyonnaise. Nous avons pu réaliser les 2 premiers patients avec l'aide du centre hospitalier Lyon-Sud spécialisé dans la PIPAC. Et donc, nous avons pu opérer un patient de 72 ans atteint d'un adénocarcinome gastrique qui avait pu bénéficier d'une chimiothérapie néoadjuvante puis d'une gastrectomie totale, mais qui avait présenté une récidive pleurale à 9 mois. Et donc, nous avons pu réaliser une PITAC pour ce patient. Puis, secondairement, un patient de 70 ans suivi pour un mésothéliome péritonéal qui avait déjà bénéficié de 2 PIPAC avec un bon résultat puisqu'il avait pu accéder à un traitement dit à visée curative puisqu'il avait pu bénéficier d'une cytoréduction et d'une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Malheureusement, une récidive pleurale à 1 an de la CHIP a été diagnostiquée et là aussi, nous avons pu réaliser une PITAC. Les suites post-opératoires de ces 2 patients se sont réalisées sans complications, ce qui a permis de poursuivre le développement de cette technique. Dans la littérature, il y a peu de cas pour l'instant publiés. Il y a un case report chez un patient qui avait pu bénéficier d'une cytoréduction et d'une PITAC pour une carcinose pleurale secondaire à un pseudomyxome péritonéal, là aussi sans complications. Et puis une série de cas où 3 patients ont bénéficié de 5 PITAC, c'est-à-dire que quelques patients ont bénéficié de 2 PITAC pour un diagnostic de mésothéliome pleural dans le bilan d'un mésothéliome péritonéal. Donc en fait, ces patients ont eu des PITAC avec des PIPAC dans le même temps. Donc il y a au final peu de données. Au final, si on compte, ça fait 6 PITAC pour 4 patients. Donc on sait que c'est faisable, sécuritaire, mais il y a peu de suivi à long terme. Donc nous, nos perspectives, c'est d'évaluer cette technique chez un plus grand nombre de malades et puis savoir l'effet spécifique de la PITAC par rapport à la prise en charge actuelle qui est une symphyse pleurale purement palliative. Donc notre idée, c'est de développer, faire une étude à long terme et savoir vraiment les effets de ça sur la récidive de l'épanchement pleural, la qualité de vie et évidemment la survie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un projet innovant donc pour notre service et pour les HCL. Je vous remercie. Voilà, donc on a dépassé de 2 minutes, mais j'espère que vous avez trouvé la présentation de ces projets intéressants. Ils illustrent bien la richesse, la diversité des projets innovants dans notre établissement. Donc n'hésitez pas à revoir, diffuser ce webinaire, à en parler autour de vous et également à déposer vous-même des projets innovants de tout type. Vous avez vu la grande diversité qu'on aura plaisir à découvrir, à instruire et peut-être, qui sait, à soutenir lors des prochaines promotions de notre appel à projet innovation des HCL.
Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour le prochain webinaire innovation de mars. Au revoir.